Alors, monsieur, mademoiselle, bonjour. Alors, comme suite aux maladies infectieuses, aujourd'hui, nous allons peut-être terminer nos cours. Par la suite, nous allons étudier le choléra, les méningites et les toxi-infections alimentaires, dites toxi-infections alimentaires collectives. Alors, par le premier, nous allons commencer par étudier les méningites. Alors, bonjour. Alors, ce que nous importe aujourd'hui, dans les maladies infectieuses, nous allons étudier les méningites. Vous voyez que j'ai mis seulement le mot méningite. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs genres de méningite. Alors, par définition, que veut dire une méningite? Une méningite est une inflammation des méninges, qui sont des fines membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. La méningite peut être causée par des bactéries, des virus et des champignons qui sont rares. La méningite virale, vous voyez là, j'ai écrit méningite bactérienne et virale. La méningite virale, elle est moins grave que la méningite bactérienne. Souvenez-vous que j'ai dit que la méningite pourrait être causée par des bactéries, des virus ou des champignons. Mais les champignons, ils sont rares à provoquer la méningite. Alors aujourd'hui, je vous ai dit méningite bactérienne et virale. Par définition, toujours de la méningite virale ou bactérienne. Soit elle est causée par un virus, et ce sont les virus qui sont à la suite ou qui font à la suite d'une rougeole, par exemple, auréon ou poliomyélite. Pour les méningites bactériennes, ils sont aussi très nombreux. Alors ils disent que la méningite bactérienne, elle est causée par différentes bactéries. Je vais vous citer quelques exemples de germes ou de bactéries. Nous avons en premier lieu, et le plus virulent, c'est le méningocoque. C'est un cocci. Nous avons aussi le pneumocoque, l'Haemophilus influenzae de type B, l'Listeria monocytogène, le bacille de Koch, Escherichia coli, ça veut dire le colibacille, et le staphylocoque, tous les genres de staphylocoque. Alors, le réservoir de cet agent pathogène, c'est exactement l'être humain. Il n'est ni d'origine animale, ni d'origine externe. Nous allons parler de la clinique, toujours pour les maladies dites méningites bactériennes. Alors, leur transmission aussi virale, leur transmission, elle est toujours aérogène, ça veut dire par voie aérienne. Exemple, quand vous éternuez, quand vous toussez, et par la main portée, ça veut dire par les mains qui sont sales, par les jouets, par les ustensiles de cuisine qui sont contaminés par une personne porteuse de ces germes, de virus ou de bactéries. Alors, l'incubation, elle est en moyenne de 2 à 10 jours. Les symptômes de cette maladie, la fièvre, les maux de tête qui sont violents, vous avez la raideur de la nuque, la sensibilité excessive à la lumière, ce que nous appelons la photophobie, suivi de vomissements, une limitation de l'élévation des membres inférieurs, qui sont appelés signes de Kernig, une flexion involontaire des membres inférieurs à la flexion forcée de la nuque, qu'on appelle aussi signe de la nuque de
Brzezinski et, en fin de compte, une éruption cutanée et une somnolence. La personne atteinte de méningite bactérienne ou virale, elle pourrait avoir une somnolence. Elle dort beaucoup. Comment diagnostiquer cette maladie? Ils disent qu'auparavant, le diagnostic est clinique, de par le signe de Kernig et le signe de Brzezinski. Mais il y a un diagnostic biologique qu'on appelle, c'est la mise en évidence du gène suite à une prise soit de sang ou de LCR, que nous appelons la ponction lombaire. LCR veut dire liquide céphalo-rachidien. Maintenant, l'immunité. Alors, cette maladie ne confère pas d'immunité. Comment prévenir cette maladie? Alors, elle repose surtout sur la vaccination et sur le traitement préventif. On peut donner un traitement, comme chez celui qui a la maladie. Alors, ce sont des personnes à qui on donne le vaccin ou le traitement préventif. Ce sont les personnes qui sont en contact avec des malades en cas de méningite bactérienne. Je dis bien en cas de méningite bactérienne. Votre conduite à tenir. Il faut toujours préparer. Alors, le soignant, son rôle, c'est de préparer ou de participer à la préparation du malade, du matériel pour une ponction lombaire. Et aussi, il doit surveiller ce malade qui a subi cette intervention ou cette ponction lombaire. Alors, qu'est-ce qu'on doit surveiller chez le malade? On doit surveiller chez le malade les constantes. On doit l'isoler et on doit appliquer ensuite les mesures d'hygiène générales et les mesures d'hygiène spécifiques aux infections à transmission aérogène. Ça veut dire les transmissions par voie aérienne.